vraiment aucune. Oui, il n'y a personne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du jeu vidéo? Ah, waouh, super, ok. Donc, qui je suis? Je m'appelle Sylvain Rioux. Je m'appelle Sylvain Rioux, je travaille dans les bureaux juste à côté, chez Intradis. Ok, d'accord. Est-ce que Horatio me fait des signaux? Non, c'est bon. Ça va être chaud. Ok, je m'appelle Sylvain Rioux, je suis développeur chez Intradis juste à côté, donc j'ai marqué que je suis R&D ingénieur parce que ça arrive sur des papiers. Des fois, je suis Cyber Security Officer, full stack développeur, un peu partout, un peu de tout. Je programme depuis 2017, enfin je programme professionnellement depuis 2017, et certains week-ends, je suis game dev. Donc jusqu'à présent, j'ai fait 9 jeux qui ont été publiés, donc c'est en participant à des game jams. Donc une game jam, c'est quoi? C'est des gens qui s'organisent entre eux, qui disent, bah voilà, pendant 48 heures, on va avoir ce thème et on doit faire un jeu vidéo. Bam. Donc en général, le Ludum Dare, c'est un week-end et il y a plusieurs milliers de jeux qui sont produits. Donc là, il n'y a pas tous mes jeux parce que le site, ils l'ont cassé et on a perdu mes jeux. C'est trop bien. De quoi je vais parler aujourd'hui? Bien sûr de jeux vidéo, de programmation de jeux vidéo, et de quoi je ne vais pas parler du coup de tout le reste de la partie jeux vidéo, parce que sinon il y a beaucoup trop de sujets. Donc je ne vais pas parler de game design, je ne vais pas parler de design en général, de tout ce qui est art, pixel art, fabriquer des modèles 3D, de la musique, etc. Parce que tout ça, c'est aussi dans le jeu vidéo, mais il n'y a pas le temps. Quelles sont mes motivations? Pourquoi je vais faire ça? Alors, c'est un peu égoïste parce que j'ai envie de parler de jeux vidéo. Jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler. J'aimerais bien, sur Brest, catalyser une communauté de game dev un jour. Ce serait hyper cool de pouvoir parler avec d'autres gens de game dev. Vous faire penser différemment parce que sur Brest, on a beaucoup de développeurs qui travaillent chez Arkea et Thales. Qui n'est pas chez Arkea et Thales ici, bon, à part les ESN, mais qui travaillent aussi indirectement. Donc, ce serait cool de vous faire introduire une nouvelle manière de penser, des nouvelles manières de faire, des choses complètement différentes parce qu'on ne fait pas de CRUD, en gros, quand on travaille sur du jeu vidéo. On n'a pas les mêmes problématiques. En général, quand on a 16 millisecondes pour faire quelque chose, c'est pas, les problématiques et les réseaux ne sont pas les mêmes. On n'a pas une stack infinie à remplir de mémoire et à vider et laisser le garbage collector faire comme ça, sinon c'est pas possible. Et enfin, j'aimerais bien militer pour que les gens réinventent plus souvent la roue, parce qu'on dit que réinventer la roue, c'est pas bien, un peu comme don't repeat yourself, alors que en fait, si vous regardez dans la rue, il n'y a pas deux roues qui sont pareilles. Tout le monde a réinventé la roue, en fait. Tout le monde a besoin de réinventer la roue et de faire une roue différente qui est adaptée à son problème et à son besoin. Et le jeu vidéo, je trouve que c'est un super médium pour réapprendre à réinventer la roue, prendre un problème, prendre quelque chose et le refaire et réapprendre à le faire pour savoir le faire et pour devenir expert dans le domaine. J'ai fait. Ok. Ok. Un petit plan. Je vais commencer par parler de jeux vidéo parce qu'on sait tout ce que c'est, mais en fait, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, je vais introduire plein de concepts et de mots qui sont utiles pour le jeu vidéo. Donc, si jamais vous voulez faire du jeu vidéo, ce sera des termes que vous aurez. Enfin, j'aurais déjà dégrossé le travail pour vous parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et on va voir aussi qu'il y a des moteurs de jeu qui existent, mais en fait, ils introduisent plein de termes et du coup, en fait, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais vous présenter quelques outils que j'aime bien utiliser pour ça. C'est complètement égoïste. J'adore deux technologies, donc je vais les montrer. Je vais aussi vous montrer comment faire avec JavaScript, parce que développeur web, JavaScript, tout le monde fait. Et ensuite, si on a le temps, démo live, on verra ce qu'on va faire. J'ai préparé le logo d'Ivix et on verra si on peut le faire bouger à l'écran. Wouh! Ok. C'est quoi un jeu vidéo? Donc un jour, je suis tombé sur ce terme. Je ne sais plus si c'était sur un CV, si c'était sur un site. Donc j'ai pas de source, désolé. C'est une citation que j'aime beaucoup. Un jeu vidéo, c'est une simulation interactive temps réel. Donc une simulation, on prend un état de quelque chose, on le simule dans le temps, on applique des règles et il se passe des choses. On arrive à un état de fin. Donc dans les années 40, ouais, on simulait les bombes nucléaires. Voilà, on avait un état initial, il se passait des choses et à la fin, paf, on a les résultats de l'expérience. Ça, c'est pas un jeu vidéo parce que c'est pas interactif. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui fasse quelque chose pour qu'il ait un retour, un feedback, ou pour au moins contrôler la chose. Et temps réel parce que, temps réel, voilà, on n'est pas sur un jeu de plateau, le CPU tourne tout le temps, c'est trop bien. C'est trop bien les CPU. Ok, est-ce que vous connaissez ce jeu? Tout le monde connaît, il tourne partout.
absolument partout. Donc Doom, jeu de ID Software, voilà, qui est l'évolution de Wolfenstein 3D, qui est l'évolution de jeux que vous connaissez peut-être pas, Catacomb 3D, et qui est l'évolution lui-même de Overtime 3D. Donc on voit, on est parti d'une base qui est le Raycaster, donc faire un environnement 3D depuis, en traçant des rayons depuis un point, donc on va voir tout ça, c'est plus marrant. Et en fait, ce qui s'est passé chez ID Software avec Doom, c'est que à partir de Wolfenstein 3D, ok, on va repartir. Chez ID Software, initialement, avec John Carmack et John Romero, en fait, ils produisaient des jeux tous les mois. C'était l'usine à produire des jeux. Donc pour eux, réinventer la roue, c'est facile. Et en fait, arrivé vers Wolfenstein, le studio est suffisamment connu pour que d'autres studios se disent hey, on aimerait bien prendre la base de votre code pour faire notre propre jeu, ce serait plus facile. Donc Wolfenstein 3D est utilisé pour faire des jeux, j'ai pas d'idée, mais si, il y avait un jeu où il fallait ramener les animaux dans l'Arche de Noé, et un autre où il fallait tuer les gens avec des céréales. Bah, on arrive à Doom et John Carmack il se dit en fait ce serait hyper bien que on n'ait pas notre jeu qui soit inclus dans le code et qu'en fait on ait les deux trucs séparés, on a un moteur et on a les données. Donc les données c'est le .wad, le format de fichier qui c'est where's all the data, et on a le moteur en lui-même qui permet en fait de faire tourner le jeu qui est contenu dans le WAD. Donc en fait on a juste à permuter les WAD qui sont les données du jeu et on obtient un jeu entièrement différent. Donc pour ceux qui ont joué à Jedi Outcast, je ne sais plus lequel c'était, un jeu de Raven Software qui était voisin de ID Software au début, donc ils ont fait beaucoup de jeux sur la base des moteurs de Doom, et en fait c'est à Doom qu'on peut attribuer l'origine du moteur de jeu. Aujourd'hui, pour ceux qui ont été intéressés par du jeu vidéo, qui se sont renseignés, qui ont entendu parler récemment de Godot par exemple, on a par exemple Unreal, Unity, Game Maker ou Godot, qui sont des outils hyper accessibles pour faire des jeux vidéo, mais la plupart du temps, on peut être perdu parce qu'il y a tout qui arrive d'un coup, tout est fourni, mais en même temps, tout est fourni. Du coup, on ne sait pas comment fonctionnent les choses. C'est dommage. Ce serait bien de savoir comment ça fonctionne pour les utiliser. L'autre truc, c'est que les moteurs comme ça nous cachent beaucoup de choses. Donc en fait, on peut faire des choses, mais on ne sait pas si c'est correctement fait ou si ça marche bien. Et l'idée, du coup, c'est que je vous introduise des concepts pour que derrière, vous n'ayez pas besoin d'utiliser ces moteurs-là. Malgré le fait qu'une fois que vous aurez réinventé la roue, vous pourrez les utiliser plus facilement. Ok, c'est parti. Parlons de concept. La game loop, le truc le plus important dans le jeu vidéo. On initialise notre jeu et d'un seul coup, on rentre dans une boucle infinie. En fait, le jeu vidéo, une grosse différence qu'il a par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'une fois qu'il est commencé, il ne se termine pas jusqu'à ce qu'il y ait un input utilisateur qui dise « terminer le jeu ». C'est infini. Et dans cette boucle principale, on récupère les events utilisateurs, tout ce qui est clavier, joystick, il pourrait y avoir autre chose. Par exemple, sur la Switch, il y a les accéléromètres. On traite ces inputs, on va mettre à jour l'image en cours, l'état en cours du jeu, donc tout ce qu'il peut y avoir à l'écran. C'est pas encore à l'écran parce que ça peut être render. Toute la simulation. On met à jour la simulation d'après toutes les règles qu'on a mis dans le jeu, plus les inputs utilisateurs, et à la fin, on fait un output pour l'utilisateur, parce que sinon, ça sert à rien. Et on obtient une nouvelle image. Et ça, le plus rapidement possible pour pouvoir créer le mouvement, comme au cinéma, sauf que 24 images par seconde, c'est vraiment pas beaucoup. 60, c'est bien. Donc on vise 16 millisecondes par frame. Ok, la game loop. La game loop, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. En fait, s'il se passe des choses, wouh, ça bouge, c'est du mouvement, trop bien, c'est interactif. Et regardez, j'appuie sur barre d'espace, c'est la preuve que c'est interactif. Tu l'as vendu ce jeu? Ah, trop bien. Si vous voulez, il est disponible après. Ok. Autre chose très importante, dans le jeu vidéo, à l'époque, ou même aujourd'hui, quand on est sur console, on a du hardware fixe. Du coup, on sait les capacités hardware de notre machine. On sait combien de temps il va se passer d'une frame à l'autre d'après le hardware.
Sauf que pour ceux qui ont joué à des jeux dans les débuts des années 90, quand on commence à avoir des PC, à la maison qui ont un CPU un peu variable, un jeu un peu vieux mal codé, on voit qu'en fonction du CPU, il va plus vite ou il va plus lentement, et on a un petit bouton turbo pour réduire la fréquence du CPU pour que ça marche bien. Super. La solution à ça, c'est le delta time. On fait quoi? On regarde le temps en millisecondes au début de notre frame, on regarde le temps en millisecondes à la fin de notre frame, et ça, c'est le temps qui s'est écoulé pour générer notre frame qu'on va utiliser à la frame suivante pour dire, bon, bah, la frame d'avant, elle s'est passée en tant de temps, donc maintenant, je vais faire en sorte que tout ce que je vais faire, ça va être update de ce temps-là, de ce facteur de temps-là, et on va uniformiser ça sur le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux cubes qui se déplacent, c'est génial. Je sais plus faire marcher mon truc, c'est génial. On va réduire le framerate. Voilà. Ah, il y en a un, il est à 60 images par seconde, l'autre, il est à 15 images par seconde. Et pas de DT, c'est horrible. Là, on est deux jeux qui se passent à des vitesses différentes. On reset tout ça, on active le delta time, on réduit le framerate. Et ça, c'est ce que vous avez l'habitude, c'est les jeux qui laguent, mais au moins, ça marche mieux. Voilà. C'est un jeu A sur une vieille machine. Très bon exemple. Non, Crysis tourne bien maintenant. Ok. Ensuite, je pars de frame depuis le début, d'image. Qu'est-ce qui se passe? Il faut générer cette image. Donc en fait, il faut écrire quelque part en mémoire l'état de l'image actuelle. Donc pour faire ça, en fait, on a un gros tableau de données qui va faire la taille de notre largeur fois notre hauteur fois le pixel format. Donc pour ça, on peut dire chaque pixel va être encodé sur 32 bits, c'est le truc le plus commun, et on dit 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, RGBA si on veut. En général, c'est pas utilisé parce qu'on s'en fout un peu. On a notre image, elle est d'une couleur et elle n'est pas transparente, sauf si on veut superposer les choses. Et le problème de ça, c'est que si on écrit directement dans la mémoire qui est la mémoire affichée, on a un problème, parce que du coup, on est en train d'écrire pendant qu'on affiche l'image. Pas très pratique. Donc on introduit la notion de double buffering. On a l'espace mémoire de l'écran. Ailleurs, on a l'espace mémoire sur lequel on va écrire. On écrit notre image, et quand on a fini, on demande à l'API, à quelque chose, et il y a plein de manières de faire, de dire maintenant toute cette mémoire, enfin tout ce contenu, transfère-le sur l'espace mémoire de l'écran, ou alors on dit à l'écran, bah maintenant tu regardes ce buffer-là, et on se met à écrire dans l'autre. Comme ça, on n'a pas ce problème-là. Qu'est-ce que c'est qu'un sprite? Ah, ouais. Oui, exactement. Tous ceux qui ont joué à des jeux 2D voient qu'il y a des images qui sont animées, mais en fait, il n'y a pas d'animation, c'est juste plein d'images qui se répètent. Et dans le jeu vidéo, on aime bien faire un grand sprite sheet, une texture qui est chargée une seule fois, et après, dans notre sprite sheet, on a des sprites individuels et on choisit lequel on veut afficher. Pourquoi on utilise une texture individuelle? Parce que envoyer une texture sur la carte graphique, ça coûte du temps. Donc on veut éviter de le faire, on veut en charger une fois. Et après, c'est plus pratique, on a tous nos morceaux de texture qui sont accessibles. Voici mon sprite sheet. Super. Donc là, on voit, j'ai mon bonhomme, mon animation, j'ai plein de trucs, plein de tiles. C'est hyper, j'ai une explosion. Maintenant, on veut animer ça. Qu'est-ce qu'on fait? On définit des zones, des régions de la texture. Et en fonction du temps, quand on arrive au temps qu'on a indiqué, par exemple, on veut une animation qui se fait tous les 150 millisecondes, on vient changer l'index vers lequel on pointe dans la texture. Et on a une animation. Wouh! Super bien. Ok. Un autre truc qu'on entend parler quand on parle de jeux vidéo, enfin quand on entend parler de jeux vidéo, c'est les shaders. C'est hyper mystique et tout. C'est absolument pas mystique. Dans votre ordinateur, aujourd'hui, pour des raisons de performance, donc à l'époque, les vieux jeux, quand
Pourquoi les bornes d'arcade étaient plus rapides? C'est qu'elles avaient, au niveau hardware, une capacité enfin des puces pour transférer directement un espace mémoire d'un endroit du stockage directement sur le frame buffer de l'écran. Donc on était capable de transférer directement un sprite qui était littéralement stocké dans la mémoire du chip vers l'écran. Les ordinateurs n'avaient pas ça. C'est pour ça que ID Software aussi s'est fait connaître, parce qu'ils avaient une méthode pour faire ça hyper rapidement. Aujourd'hui, on a une carte graphique. Une carte graphique, ça a de la mémoire, c'est des unités de calcul, beaucoup. Ça marche sur plein de pixels d'un coup. Et en fait, quand on y pense, c'est un peu un ordinateur dans un ordinateur. Il a son propre langage, on lui envoie des commandes, des données, et il fait ses opérations. Et le shader, son objectif, c'est de dire hey, ce pixel-là, à l'écran ou dans ce buffer, quelle couleur il est. Donc on lui donne des données, on lui donne des programmes, et pouh, on a la couleur de notre pixel. Malheureusement, j'utilise Raylib. Je ne sais pas faire encore avec Raylib, c'est trop bien. Pardonnez-moi. Je me suis lâché sur les diapos là du coup à la place. C'est qui lui? Tout le monde a la référence ou pas? Ah c'est bon. Ouais, non mais quand même pas. Ok, on fera un cours de rattrapage juste après. Un concept intéressant aussi, quand on fait du jeu vidéo, c'est qu'on a besoin, parfois, plutôt que de faire évoluer quelque chose dans le temps, de manière totalement linéaire, et on a besoin d'aller d'un point A à un point B. Par exemple, pour les jeux où on est sur un quadrillage, sur une grille. On ne veut pas que le personnage se téléporte, mais on ne veut pas non plus le faire se déplacer, et au bout d'un moment, on doit essayer de deviner s'il est arrivé à destination, essayer de le replacer. C'est compliqué. L'interpolation linéaire, c'est un moyen de partir d'une valeur pour arriver à une deuxième valeur connue, avoir un slider au milieu et dire bah, à tout moment j'avance et je passe de cette valeur à cette valeur. Par exemple, là, j'ai mon super tout petit bonhomme qu'on voit absolument pas, c'est génial. C'est sa taille réelle, désolé, je ne l'ai pas zoomé. J'ai dit, il doit débuter là, il doit partir là et ça doit prendre 2 secondes. Du coup, je fais une interpolation linéaire du point A au point B. Très pratique l'interpolation linéaire. Si jamais vous voyez l'ERP, voilà, vous savez ce que c'est le LERP. Hyper. Wouh. Donc tu peux lui dire, lui faire aller d'un point A à B, puis B à C, t'as lui faire des zigzags. Comme tu veux. En fait, l'intérêt, c'est que plutôt que de mettre à jour sa position en permanence pour essayer de lui faire aller d'un endroit à l'autre, tu dis juste le point de début, le point de fin, et où t'es sur ton chemin. Et tu peux aussi changer la fonction qui est utilisée pour l'interpolation, plutôt que de faire aller de 0 à 1 de manière linéaire, le faire aller à d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les easing functions. C'est la manière dont on passe du point 0 au point 1. Merci. Est-ce qu'il y en a qui font du C++? Il y a très longtemps. Ah, du coup, on ne parle pas de ces vecteurs-là. Quand on a besoin de données dans le jeu vidéo, on utilise ce qu'on appelle les scalaires en mathématiques, c'est-à-dire juste une valeur. Par exemple, cette boule de feu fait 60 de dommages. C'est un scalaire, c'est une valeur. Voilà. Maintenant, on imagine qu'on a besoin de stocker la position du personnage dans le monde. On a 2 axes, on est sur un monde 2D. On a une position X et Y. Plutôt que de stocker 2 positions, on a le vecteur qui nous permet de stocker plusieurs positions, mais qui ont un sens sémantique. Donc là, par exemple, c'est la position, c'est le vecteur qui contient l'axe X et l'axe Y. La position X et la position Y. Je ne me suis pas mis les contrôles, mais je vais me rappeler. Par exemple, ici, tout simplement, j'utilise ce vecteur pour tracer une droite entre mon point 0, 0 et, enfin 0, 0 dans ce système de coordonnées. La caméra est déplacée exprès pour être centrée sur 0, 0. Tout va bien. Et le point de fin. Donc ce vecteur, c'est aussi le vecteur qui a été utilisé pour donner la position de début et de fin du personnage. Ouh. Voilà, c'est une horloge. Ou un sabre laser, exactement. Et ensuite, le dernier mot des mathématiques. Ah oui, il y a un truc. En mathématiques, les gens aiment bien faire la distinction entre les points et les vecteurs. En jeu vidéo, on s'en fout totalement. C'est juste plusieurs données dans un package et c'est très bien.
Un autre gros mot, les matrices. Les matrices en mathématiques, c'est compliqué. J'ai rien compris aux matrices quand j'étais... je sais pas si on en fait au lycée, mais à la fac, en tout cas, mystérieux. Et grâce aux jeux vidéo, je comprends les matrices maintenant. C'est génial. On prend une matrice, on prend un vecteur, on prend une matrice, et grâce à ça, on peut transformer notre vecteur d'un système de coordonnées vers un autre système de coordonnées. Ça peut paraître mystique là, comme ça, mais en fait, imaginez ce magnifique... où est-ce qu'il est? Ah mais non, c'est lui. Voilà, j'ai perdu. Magnifique cube qui est dans mon sprite sheet, qui sert à faire a priori un quadrillage isométrique, donc ce serait trop bien que ce soit bien mis. Malheureusement, si je dis que la position du cube, c'est x et y, quand j'avance, quand je fais une double boucle x puis une boucle y, pour savoir où je suis dans le monde, si je fais ça, bah, ça me fait un truc tout coincé. Donc on va dire, ok, il fait 32 par 32 de hauteur et de largeur. 32 par 32, voilà. 32 par 32. Ok, maintenant j'ai un autre problème, c'est que bah, en fait, ça marche hyper bien pour des carrés, mais pour des cubes dans ce sens-là, tournés à 45 degrés, ça marche pas. Et là, on voit qu'en fait, il y a ma matrice. Là, pour l'instant, c'est une matrice identité, donc en fait, elle fait rien à part scaler dans un axe. Elle me dit c'est 32 fois plus loin, donc x devient 32, et, enfin, x est multiplié par 32 et y est multiplié par 32. Mais en fait, grâce à... Si on joue avec les valeurs de cette matrice, heureusement, je les connais par cœur. Alors. On va y aller à tâtonnement. Ça commence à ressembler à quelque chose, c'est intéressant. Là. Ouais, c'est pas mal, là. Hein. Ouais. Il manque un truc, là. Il manque ça. Hop. Là, ce qui est trop bien, c'est que maintenant, je sais que ça c'est mon cube 0, 0, ça c'est mon cube 1, 0, etc. Mais par contre, je peux retrouver la position en pixels et la retransformer à l'inverse vers la position dans le cube, ou l'inverse, mettre mon cube au bon endroit. Et c'est pour ça que les matrices, c'est trop bien. C'est aussi ce qui permet au jeu en 3D d'avoir un environnement entièrement 3D et de le projeter entièrement sur l'écran. On a une matrice pour la caméra, on a les points dans l'espace 3D, et on multiplie l'un par l'autre. Enfin, on multiplie, c'est bon, c'est des matrices, c'est pas vraiment le bon terme. Et on obtient le point directement projeté sur l'écran 2D. Ah, ok. Pourquoi j'ai mis live? Ah oui, parce que non, d'abord, je voulais vous introduire des outils, c'est plus intéressant quand même. Si jamais vous faites du JavaScript, vous êtes addict et que vous avez peur d'apprendre autre chose parce que c'est trop compliqué, si vous voulez faire ça avec JavaScript, prenez un canvas. Dans votre canvas, vous pouvez récupérer un contexte 2D pour pouvoir dessiner dedans directement. Donc si vous faites un canvas 1280 par 720, vous avez accès à tous ces pixels-là directement. Il y a plein de fonctions qui vous allez dessiner des trucs plus compliqués, mais c'est pas grave. Et le plus important, c'est d'utiliser la Request Animation Frame, parce que sinon, vous allez être bloqué par l'event loop, enfin, vous n'allez pas avoir le contrôle vraiment sur votre frame. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble juste à ça. Vous arrivez dans votre index.js, window request animation frame, de main loop, et main loop à la fin se réappelle lui-même request animation frame, main loop, et on tourne à l'infini. On a le calcul du delta time dedans, on a update et render. Jouez avec ça. Ouais, mais bon. Moi, je fais du front sur Vim, ça marche très bien. Ok, autre technologie que vous pouvez essayer, si jamais ça vous intéresse. Si vous avez peur du C, mais que vous voulez avoir la puissance du C, Odin, très très bien. C'est un langage qui est fait par un développeur anglais, je crois, qui travaille chez Jenga FX. Ils font des logiciels 3D et ils font des simulations pour le cinéma. Donc, c'est pas tout à fait des simulations interactives, mais c'est pas grave, il suffit juste de rajouter tout ce qui est input clavier, et c'est bon, on a une simulation interactive, et donc un jeu vidéo. Il a développé ce langage parce qu'il faisait du C et du C++. C++ arrive avec beaucoup trop de bagages, le C est encore un peu painful sur certains endroits, et donc Odin, très bien, je recommande. Si vous ne voulez pas un full moteur de jeu, vous avez Raylib, qui vous permet directement d'avoir accès aux inputs de manière simplifiée, et à l'écriture
à l'écran de manière simplifiée aussi. On a commencé à quelle heure? T'inquiète pas, il a les temps. Ok, j'ai le temps que je veux. Ah, bah c'est très bien. Ok? À un moment donné, on te coupera et c'est tout, quoi. Ok, d'accord, je sais même pas à quelle heure. Non, t'inquiète, vas-y, continue. Ok. Bah là, c'est du live coding, donc maintenant, c'est là que ça devient dangereux. Ouh. Ok. Je me suis préparé un petit... Et voilà, c'est ça. Si tu n'as pas le temps de finir, tu nous fais les 201 en novembre. Alors... Si? Comment? Si tu n'as pas le temps de finir, tu nous fais la deuxième partie en novembre. Ah. Arrête, tu lui mets la pression, laisse-le. Non, t'inquiète. Ah, il faut pas qu'il sache. De quoi? C'est Neovim. Ok. Ok. Donc, est-ce que tout le monde a au moins une notion de comment ça marche, les langages qui sont dérivés du C? Ça devrait aller a priori, parce que le JavaScript est dérivé du C. Langage objet, quoi. Là, c'est du Odin. Pardon, oui, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup au C, c'est très très bien. Mais a priori, vous ne serez pas perdu. Ouais, t'as un for, t'as un if, t'as un when, mais ça. Ouais, au lieu de lire du C à l'envers, où ce mot-là, c'est une fonction qui fait ça, enfin, en JavaScript, je dis ce mot-là, c'est une procédure qui prend ses paramètres. Waouh! 2 points pour une assignation. Un premier 2 points pour dire, hey, ça va être ce type-là. Un deuxième 2 points pour dire c'est une constante. Ça aurait été un égal. C'était une assignation. Wouh! Ok. Donc là, tu vas faire quoi? Là, on va animer le logo du Divix. Nostalgie. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce que c'est ou qui était né? On peut faire autre chose si vous voulez. On peut animer un personnage à la base si vous voulez. C'est le genre de truc là qui votre écran et hop, tac, tac, ça passe, ça rebondit. Et vous faites ça en fin de soirée, vous êtes tous. Ah, est-ce qu'on va réussir à le faire passer dans le coin? Le moment où ça tape dans le coin, quoi. Ah, il va falloir calculer à l'avance, le mettre au bon endroit pour qu'il tape dans le coin. Ok. Donc là, j'ai un peu de boilerplate, mais globalement, c'est parce qu'il y a l'intégralité du programme que j'ai mis tout à l'heure. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans, littéralement. Si je descends plus bas, initialisation, j'ai ma main loop, qui est hyper compliquée. Vous voyez, mon calcul d'UDT que je passe à ma fonction qui fait à la fois update et render. Ouh. Très très compliqué. Rayleigh me dit que je vais commencer à dessiner quelque chose et que je finis de dessiner quelque chose. Tout mon dessin va être entre et tout ce qui est update va être avant ou après. J'ai une question. Sur le update et le render, en fait, c'est cadencé sur quelle horloge? Tu fixes un petit C'est peu, alors. Ok, d'accord. C'est parti, on va dans le rabbit hole. Techniquement, pour un jeu vidéo, t'aimerais bien que ce soit le plus rapidement possible. Tu balances le plus possible. Pas trop non plus. Bah après, c'est inutile, mais bon, quand t'as un jeu qui tourne à 900 FPS, c'est trop bien quand même. Mais non, justement, parce qu'on a le DT. Par contre, oui, à l'époque, oui, les fantômes, ils iraient plus vite si on overclock l'arcade. Ok. Attends, est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà, c'était quoi la question déjà? Du coup, est-ce que Oui. tu limites un peu la fréquence de Alors, l'update et du render? tu en fait, peux- c'est cadencé sur- Voilà, alors soit tu peux dire je limite au maximum le framerate à un ratio de mon écran, ou un peu plus que mon écran, comme ça ça a l'air hyper réactif, mais ça reste moins énergivore. Soit tu peux juste attendre que la carte graphique t'ait dit c'est bon, j'ai fini, et là t'attends jusqu'à ce que ta frame fasse tant de temps. Comme ça tu peux dire je cale à 60 fps, et tu gages du temps, enfin tu fais un sleep, du coup ton thread il attend, enfin, ton process attend qu'on lui redonne la main par l'OS. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici. Ah, target FPS 60, donc je peux pas dépasser. Là, faut brider, parce que Donc oui, parce que là, ce truc-là, il tourne à trop. Je crois que il me faut un performance counter beaucoup plus bas pour pouvoir savoir comment il tourne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va loader le logo du Divix. On va être très bourrin, on va le mettre là. X.
Trop bien. Autocomplétion, trop bien. Donc là, c'est une fonctionnalité de Odin pour charger littéralement un binaire dans le programme. Donc en C ou en C++, on aurait fait un fichier header qui contient un tableau de bytes, et ces bytes, c'est le contenu du fichier. Ça nous le fait tout seul, parce que c'est trop pratique de l'inclure directement dans le binaire, comme ça on n'a pas à avoir d'assets qui sont à côté du jeu, qui ont besoin d'être chargés au lancement du jeu. Nivix, on va faire une texture. J'ai pas... on va faire une texture. Donc on va faire l'autre texture. Alors on a deux types d'images. On a l'image et la texture. Techniquement, les deux contiennent les données de notre image. La différence, c'est que la texture est sur la carte graphique, alors que l'image est côté CPU dans la RAM. Donc l'intérêt, c'est que la texture est utilisée par la carte graphique, donc on lui a envoyé, mais on peut ne plus jamais en avoir besoin côté CPU, donc on peut perdre la référence, c'est pas grave. Là, on a besoin d'une texture, donc on va charger une texture. Ça ressemble à quoi déjà? Ah From image, ok, j'ai besoin d'une image, donc divx image, ok. On va charger le... Ouais, avec les erreurs et tout, c'est parce que j'ai pas mon clavier mécanique. Alors, c'est quoi la signature de cette fonction? Hop. Donc ce qui est trop bien avec Relib aussi, c'est que la documentation, ça va être beaucoup trop grand, soit vous n'allez pas voir, soit je ne vais pas voir. Je vais trop voir. Ça se voit à peu près. Alors, je voulais charger load image from memory. Wouh! Un file type, ok. Les données et la taille du buffer. C'est un PNG. J'ai besoin de charger les... Et je sais, par défaut, qu'il va m'embêter parce que... Ah non, je vais pas le mettre, comme ça on va voir les erreurs de... Oh là là, il est pas content parce que je lui ai passé assets divx et qu'est-ce qu'il me dit? Undeclared name. Alors ça c'est moi qui est très nul. Ah non, mais c'est parce que je voulais... Ah oui, forcément. Ok. C'est pas cette erreur que je vais montrer, c'est dommage. Ok. Je ne peux pas assigner cette valeur int 1, int 32. Ok. Merci Odin, tu es très sympa de me dire exactement ce que je dois faire. C'est marrant parce que là ça va cracher. Pourquoi ça n'a pas craché? Ça aurait dû cracher. C'est tombé en marche. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ah non, c'est parce que j'ai pas essayé de l'utiliser. Est-ce que c'est parce que j'ai pas essayé de l'utiliser? Ok, bon, bah, c'est parti, hein, gros draw texture. Je vais aussi modifier un truc. Example, live code. Hey. C'est quoi draw texture? Draw texture. Et une couleur. Ah. Ok. Ça m'étonnait que ça crache pas, c'était censé cracher, super. Je peux pas charger quelque chose avant d'avoir initialisé Relib. Alors, c'est une image. Divx, c'est une texture. Waouh. Il manque un X.
peut-être normal. Euh, Je t'aide un peu. c'est tout à fait normal parce que... je sais pourquoi. Regardez, j'ai recréé une nouvelle variable, j'ai shadow. Comment ça power off, non? Ah. Hey. Ah. 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 Je me suis fait peur. Ok, super. Ok. Regardez, on veut une position maintenant, ça va être trop bien. Donc on a une position. Une position, c'est quoi? C'est un axe X, un axe Y, donc on veut un vecteur. J'aurais dû pas le dire et vous demander de le dire. Ah, j'ai bien fait alors. Vecteur, Odin, encore une fois, initialise toute la mémoire à 0. Donc je sais que mon vecteur est initialisé à 0, 0. Wouh! Y, sachant que mon vecteur, c'est un vecteur de float. Ouais, draw texture, il veut une coordonnée très précise à l'écran. Comment ça? Non, c'est bon, il connaît les vecteurs 2. Aucun problème. C'est un vecteur 2. 2 dimensions. Wouh! Ok, rien n'a changé. Exactement, c'est exactement ce qu'on voulait. Heureusement. Ok. Maintenant, on veut que ce soit interactif. On veut que ça s'update ou on veut que ce soit interactif? On va d'abord vouloir que ce soit interactif, comme ça c'est plus parlant. Si j'appuie sur is key down, j'appuie sur une touche. On va dire quel key? On va être ZQSD, hein, ça va être très bien. Je suis un QWERTY. Enfin, ZQSD, c'est ZQSD C'est ZQSD en... Ouais, c'est un clavier AZERTY, mais je suis en QWERTY. Du coup, c'est hyper perturbant. Oui, alors, système de coordonnées. On va explorer, on va dire A, ça fait quelque chose, et D, ça fait quelque chose. Alors, position. Est-ce que je sais écrire position? A, ça va vers la gauche. On va définir autre chose. Non, on va faire dans l'ordre, comme du vrai game Dave. On va faire les trucs les uns après les autres. Maintenant, la présentation est infinie. Hein. Je vais rajouter des features jusqu'à ce qu'on s'arrête. Oh! Incroyable! J'appuie au clavier et ça bouge dans les deux sens. Ça ne bouge pas encore en haut et en bas, donc on va rajouter ça. Non, point Y. Alors, W, ça va être dans ce sens-là. Oh! C'est génial! Alors, regardez, je simule... Tu triches. Ok, on va rajouter quelque chose. J'ai un truc qui va pas avec mon code là. Si le framerate change, tout change. Ça va plus se déplacer à la même vitesse. On va multiplier par dt, hein, c'est la règle. À peu près, des fois, tout le temps multiplié par dt. Ah, j'ai un nouveau problème. Ma frame dure 16 millisecondes. 16 fois 1, ça va pas loin. Donc là, techniquement, ça se déplace. Ah, c'est long. On va rajouter une constante, tiens, qui va être qui va s'appeler speed. 128, c'est très bien. Allez, hop. Multiple de 2. On va déclarer là-dedans, ça va être cool. Il n'y a pas moyen d'avoir une séparation entre la partie mise à jour de la boucle d'état et mise à jour de la boucle d'affichage pour éviter d'avoir à se préoccuper de DT justement pour la mise à jour d'état. Tu voudrais ne pas l'avoir dans... Alors tu vas en avoir besoin pour le rendu juste parce que tu peux avoir des rendus qui sont dépendants du temps qui passe.
Sinon, si tu as des effets visuels qui se basent sur le temps qui avance, tu as besoin du DT aussi dans ton rendu. Mais globalement, tu en as besoin pour les deux en général. Mais tu peux clairement séparer les deux blocs. Là, je l'ai mis dans le même parce que c'est plus rapide et comme ça, je peux être ultra sale et mettre où je veux les choses. Enfin, techniquement, c'est pas sale, hein. C'est juste hyper efficient. Là, le but, de toute façon, c'est d'avoir un truc qui prend pas de place et qui va vite. Donc, Ouais, voilà. mais si on voulait, entre guillemets, faire les choses un peu plus proprement et long-termistes, Ouais, est-ce que ça vaudrait le coup de séparer les deux alors, idéalement, sur le long terme, ouais, tu voudrais même encore plus que ça, plutôt que dans ta loop, avoir les deux qui arrivent l'un après l'autre. Tu vas avoir deux threads qui tournent, et un qui fait l'update et l'autre qui fait le render. Et en essayant d'avoir le moins de dépendance possible de l'un à l'autre, pour que tu puisses tu puisses les envoyer sur deux cœurs différents et tu t'en préoccupes pas. la communication entre les deux threads. Ok, on recommence. Ouais, wouh. Ok, maintenant on va faire en sorte que quand... non, non, on va lui donner une direction. Une direction. Un vecteur, oui. On va le faire aller dans quelle direction? On va faire complètement au hasard parce que... on va lui donner une position un peu plus différente. On va le dire, il commence... Non, il faut pas qu'il commence au milieu de l'écran parce que sinon ça va être... Sinon il va... Est-ce que... Alors, un chiffre au hasard. Et le numéro gagnant. Ok. La direction ne sert à rien, c'est génial, c'est juste pour vérifier ça. Ce serait bien qu'il soit plus petit aussi. Parce que là, il est un peu grand. Donc idéalement, j'aimerais bien utiliser une fonction un peu plus avancée de relib qui me permet de resizer, tourner, etc. Mais resizer, tourner, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de... rec, c'est bien parce que je dis, je donne ma source. Je scale pas. C'est dommage ça. Texture, position, rotation, scale. Ah bon, on va utiliser ça alors. On va utiliser draw texture x. Alors, draw texture x. Texture, position, ok. Rotation, on s'en fout. Scale. Rotation, scale. 10%, c'est bien. Too many arguments. Texture. Ah oui, parce qu'il veut une vraie position, ça y est, lui il est pédant, il veut une vraie position, il veut pas juste X et Y passer à l'arrache. C'est un peu petit. Ouais, on va changer ça. Attention, flashbang. Attention, cachez vos yeux. Ah, c'est mieux. Ah. Ok. On va dire que la taille est la bonne. Maintenant, on va faire que ça se mette à jour tout seul. Hein. On n'a plus besoin d'appuyer sur les touches. On va faire un truc. Maintenant, la position va être mise à jour par la direction multipliée par dt multipliée par speed. Ok. Donc à chaque frame, on incrémente la direction multipliée par le dt par le speed. Donc la direction est multipliée par une longueur et à chaque tour, on change la position de cette direction. Utilisation très concrète de vecteurs. Waouh! Sans les mains. Je peux aussi le faire aussi. Mais... Ok. C'est parti. Position. Alors, maintenant, s'il arrive en haut de l'écran, donc si c'est égal à 0. Position, point Y plus égal la taille de mon écran. Donc, je crois qu'on l'envoyait en haut au début. C'est vrai qu'on voulait faire ça. Désolé, en fait, j'étais en train de faire autre chose. Mais oui, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, c'est la direction Y qui pose problème. Il est déjà à moins On veut le flip. Ah non. Non, mais ça devient... voilà, hop. c'est multiplication. On multiplie par moins 1. Si, c'est ça.
Oui. Ah, des heures de fun. Ok. Je vais directement à la fin parce qu'on sait ce qui va se passer maintenant. Ta 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 ta. On aurait pu mettre un ou, ça aurait été mieux. Hein. Non mais c'est très bien. Techniquement, vous avez remarqué un truc. J'avais raté la transition. Il faut faire un décalage de la taille de ton image. Exactement. Parce qu'en fait là, le point d'origine de mon image, il est en haut à gauche. Du coup, en fait là, on est en train de checker ce point-là. Faire moins la taille de Exactement. la taille des- Alors, elle fait combien cette image? Parce que du coup, j'ai fait ça à l'arrache. variable point size. Exactement. Non mais je dois avoir ça là-dedans, hein. C'est une image, donc techniquement j'ai la taille. Non, en plus là c'est la hauteur, merci. Hop. Div x image point oui. Ouais. On va faire un autre truc. Et non. C'est parce que là je suis en train de. J'avais l'idée. Hein. Non. Oui, non, mais t'avais dit. Attends. C'est lequel? Quelle est ma valeur Je découvre ce langage. Je le débug. Non, mais on va faire mieux. On va aller voir. On va vous montrer que la doc de Relib est vraiment trop bien. C'est une image Je sais qu'une définition en Odin, ça va être 2 points, donc je vais monter directement. Là, c'est pas l'image, là, comment, là, c'est le vecteur. Ah, c'est parce que ma taille est en I32. Donc effectivement, il faut que je le. C'est pas loin de Ouais, mais ça m'étonne parce que. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire. On compare à la position, donc la position, elle est en faute. Un truc comme ça. Non. Ok. Oh là 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 là. Alors. Il y a le scale. C'est parfait, il y a juste le temps de débugger ou de poser des questions. Ouais. Le scale. Ou alors c'est déjà prêt. Non, mais attends. On va faire ça comme ça plutôt. Tu as pris la taille de l'image d'origine. Ouais. Tu m'as pris Ouais. 10x Ah, c'est et on l'a possible, oui, scale en oui. 0,1. Ouais, c'était l'image d'origine. C'est. J'ai pas l'habitude de travailler avec. C'est que Draw Texture X. Je travaillais avec des gens dans un canapé. Hein. Ouais, non, mais c'est trop bien, c'est du pire programming, mais on est genre. C'est du canapé programming. C'est du pire programming à 60, c'est trop bien. Ok. Déjà que le pire programming de base c'est hyper fatigant, mais là, c'est j'ai pas le temps de réfléchir. C'est mais oui. Ah. Ah bah là, oui. C'est normal. Ça. Ouais, c'est pas grave, vous allez voir le logo et ça va être très marrant. Et... Ça va là-dessus. Non. La fatigue. En fait, c'était pas mal quand c'était du côté droit. Hein, de l'autre Ah non mais non. Sortir du float, du casse du float. Ouais mais. flotteur. Qu'est-ce que j'ai. Non, j'ai oublié mon scale. Oh, j'aurais dû le mettre en variable. Ah. Tout ça pour ça. Ah, La pure game dev expérience. ah. Ouais. Voilà. Ouh. Voilà, si vous avez des questions maintenant, free for all. Exactement, en fait. C'est vrai. Non mais c'est vrai, hein. Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire du game dev maintenant? Alors si vous voulez, le Ludum Dare, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Faut regarder Ludum Dare, alors LUDUMDARE. Sinon il y a la Alakadjam, on n'est plus beaucoup à le faire. On était 14 la dernière fois, 13. J'ai fait top 2, c'est génial. Rappelle peut-être ton. Ah mais oui, attendez, il manque des slides.
Eh Fly my minions, go make cool shit, voilà. Réinventer la roue, faites des jeux vidéo, c'est trop bien. Si vous avez des questions ou si vous avez des trucs à m'envoyer, c'est à cet email. Si vous voulez voir un super site et être déçu, allez dessus. En gros, c'est 4 tuiles, dont 2 qui ne fonctionnent pas. Et c'est des liens vers GitHub et mon LinkedIn. Laisse la page peut-être. Ouais. Et rappelle aussi que tu lances un appel aussi pour monter une communauté. Ah oui, c'est vrai, je fais ça. C'était quoi déjà? C'est ça que on avait parlé d'appel de communauté justement pour, Ouais, pour- commencer là, Pour parler game dev sur Brest, ce serait cool. Contactez-moi. Peut-être qu'on fera un Discord, ce sera vachement plus simple. À la limite, pas mal de Ou mettre sinon, en place et à la prochaine session ouais. de FinisDev, de venir vite fait Game dev 102. Ou mettre 2 le one. lien QR code. Ou juste faire ça, ouais. Sinon, est-ce que le FinisDev a un Discord? Non. Est-ce que ce serait bien d'avoir... Non, mais il y a déjà trop d'endroits où le FinisDev est, c'est trop compliqué. Il y a moyen de faire des posts sur Idée le au ratio, si tu veux. Sinon, Horatio, il va devoir avoir des pages, des fanpages. Oui, c'est faire des trucs. Sur le Twitch de Horatio, un truc comme ça. Verrai si on valide après. Ok. Bon, voilà, si vous avez des questions maintenant, s'il y a des points pas clairs, si c'était intéressant. Merci beaucoup. Pas de questions? Merci beaucoup.